let me welcome you again. This is the 86th Bonjour meeting of the encore, International bonjour Peace à nouveau. Coalition, 86th Nous sommes weekly donc meeting in a dans row, la 86e rencontre established with the consécutive de intention la of Coalition unifying internationale pour forces la paix qui a internationally été établie dans for the l'objectif common purpose of d'unifier les mankind, the forces au niveau goal, the international qui agissent pour obviously la paix, unifying goal of pour establishing peace agir based on a new ensemble pour cet security and development objectif commun de architecture. la paix, agir We've pour made créer la paix significant et une paix basée advance. sur The une nouvelle world, architecture however, remains an internationale de extraordinarily développement et de dangerous sécurité place, pour tous but les one at the pays du same monde. time with Nous tremendous sommes actuellement dans opportunities une and situation très potential. dangereuse, mais We qui have a a number of également des speakers grands potentiels. lined up for today. Nous We will avons begin in a moment différents with Helga intervenants Zepp-LaRouche, who is qui the sont founder of présents the Schiller Institute aujourd'hui. and the Nous allons initiator commencer of par the Helga International Peace Zepp-LaRouche, qui est Coalition. la We then fondatrice de have l'Institut Schiller et également Colonel Richard Black, initiatrice or de Senator, cette former coalition state senator internationale from Virginia, pour la paix. Richard Nous aurons Black. le colonel Richard Graham Black, Fuller, who I think has ancien just joined us. That's good. Larry ancien Johnson as sénateur de well. And l'État then de we have Virginie, a Graham Fuller, qui sera là, video ancien diplomate interview from américain, Larry Alan Lee Johnson, ancien Green de la CIA et des on the VIPS, Israeli actuellement situation, the membre des Gaza VIPS, situation, and so puis on. déclaration d'un militant So, without israélien pour further la ado, paix let me turn sur the la floor over situation to à Helga for her Gaza. introductory Je vais remarks. donc maintenant donner la parole à Helga pour ses remarques d'introduction. Voilà, Helga Zepp-LaRouche. Je veux vous dire la bienvenue à tous. Le monde entier voit actuellement donc le nouveau président des États-Unis qui est maintenant en fonction et les choses ne sont pas claires encore sur où les choses vont aller. Donc, des gens qui sont présents aujourd'hui, parmi les intervenants, pourront nous donner un peu plus un sens de la situation. Et je veux parler, moi, auparavant, de la situation générale au niveau international, de manière générale, de manière globale. Et je pense que il est clairement, on peut déjà voir que Trump a signé un ordre exécutif en disant que les données sur l'assassinat de Kennedy seront rendues publiques dans 15 jours. Ça, c'est vraiment une bombe, parce que ça va être une boîte de Pandore qui va amener le monde, euh, qui va montrer ce qui a été mauvais, ce qu'on fait de mauvais dans les États-Unis, avec ce que les gens appellent l'État profond, de Deep State en anglais. Et à propos de l'assassinat de Robert Kennedy et Martin Luther King, il a dit que cela serait rendu public dans 45 jours, que tous ces documents qu'il avait dit déjà qu'il le ferait dans sa première administration. C'était dans une discussion, je crois, avec le juge Napolitano, où il avait dit, si vous aviez vu ce que j'avais vu dans ces documents, vous ne les auriez pas rendus publics, moi non plus. Mais en fait, il dit qu'il a changé d'avis et que cela fait trop longtemps que ces documents sont classifiés. Il est temps de les rendre publics. C'est énorme, ça aura des impacts, des effets internationaux pour des raisons très claires. Aujourd'hui, nous sommes le 24, donc dans 6 jours, le 20, le, selon Politico, les auditions du Sénat auront lieu de manière étonnante, suivie par une session à porte fermée. Je ne sais pas si ça c'est habituel ou pas, mais un des intervenants après moi pourra mettre un peu de lumière là-dessus. En tout cas, ce sont des signes très prometteurs. Et il y a beaucoup d'autres changements en cours. Certains d'entre eux sont bons, sont clairement bons, d'autres sont problématiques. Et l'un d'entre eux, c'est que hier soir, le président Trump a dit à des journalistes qu'il pensait que l'OTAN devrait être modifiée, qu'il n'était pas certain que les États-Unis ne devraient payer quoi que ce soit pour l'OTAN. Ce, ce- il a dit que à propos des alliés, il a dit qu'il n'est pas certain que les États-Unis
on les protège? Est-ce qu'on vont les protéger? Ils ne nous protègent pas. Il a dit: «Les Européens devraient dépenser 5 de leur produit intérieur brut dans dans cette, dans cette défense de l'OTAN». Je pense que c'est absolument inacceptable du point de vue européen parce que nous avons déjà des conditions économiques, catastrophiques, particulièrement, en Allemagne. Et apparemment, il voudrait, sortir 20 000 troupes d'Europe, selon certaines rumeurs. Est-ce qu'il voudrait les mettre ensuite vers le Pacifique? Ce n'est pas non plus clair. C'est c'est une chose. L'autre situation ensuite, c'est ce qui va se passer au Moyen-Orient et il faut dire en effet que par rapport au président Trump qu'il a amené un cessez-le-feu. Il est très clair qu'il y avait déjà un plan en mars dernier qui était prêt à être signé, mais Biden et Blinken n'avaient pas mis ce plan en action et Trump a envoyé son envoyé Witkoff et il a forcé Netanyahou, à faire ce plan et donc cela aurait pu être fait auparavant. Cela veut dire que ça aurait pu être fait auparavant et que tous ces morts auraient pu être évités et sont donc, la responsabilité de l'administration Biden et la question c'est: est-ce qu'il y aura une phase 2 et 3 ou est-ce que Israël, acceptant la pression de certains dans le cabinet, va, rester dans une ligne dure et juste, attendre qu'il y ait des échanges de prisonniers, puis recommencer comme avant, en fait, le massacre. Et il y a, les États-Unis et l'Égypte qui ont qui ont qui seraient prêts à se des contrôles de sécurité, américains et égyptiens qui seraient prêts à se déployer, mais qu'est-ce que ça va être pour la sécurité réellement des Palestiniens? La grande inquiétude pour les Palestiniens, c'est que en Cisjordanie, il y ait une répétition de ce qui s'est déjà passé à Gaza. Dans la période récente, des douzaines de checkpoints ont été créés à nouveau, empêchant des agriculteurs d'aller vers leurs fermes ou des villes comme Hébron et Bethléem ont été totalement mises sous siège en conséquence de cela. Et il y a une grande inquiétude que la Cisjordanie soit encore subisse également un nettoyage ethnique comme on l'a vu à Gaza. Et ce que nous avons vu, et nous allons entendre différents intervenants, nous appelons à l'injection immédiate, le lancement d'une politique totalement différente avec le plan Oasis. Car si l'administration américaine est soutenait le plan Oasis, pas juste la reconstruction économique de Gaza, mais le développement économique de toute la région avec la production de plus d'eau, avec la production de centres industriels, de forêts, d'agriculture, d'infrastructures, alors on créerait une dynamique pour la paix. Nous avons appelé à différents participants de la coalition internationale pour la paix, à des membres de l'Institut Schiller, à différentes organisations internationales, surtout l'Institut Schiller et la Coalition pour la paix, ont demandé à ce que des gouvernements, des institutions internationales soutiennent ce plan Oasis. Et je vous demande à vous tous ici de soutenir ce plan et de faire en sorte de le faire soutenir surtout. Et nous savons que le système transatlantique aujourd'hui est au bord de la banqueroute et le président Trump, dans son discours à Davos, il a choisi de l'adresser à sa façon, à la façon Trump, en appelant au monde entier à juste investir aux États-Unis et profiter des baisses d'impôts les plus importantes aux États-Unis en ayant les prix énergétiques les plus bas. Et il a dit: «Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous subirez des taxes très importantes, et des tarifs douaniers très grands et cet argent ira dans le budget américain». Il a félicité les Saoudiens. Ils ont dit qu'ils allaient investir 600 milliards de dollars aux États-Unis
et il leur a dit de les it's, augmenter à he 3 has already milliards announced de dollars. 25% tariffs Il a annoncé against Canada 25% and de Mexico. pourcent He de has not yet said d'augmentation des anything ou in de création respect de que to the les tarifs European soient pour le Union. Mexique et le I can Canada only say de that, 25%, the les taxes. tariff policy is a Et je peux very juste te well dire que la problematic politique des taxes tool. de Trump est German un industry, outil for très example, is already problématique et affected l'industrie by their allemande investments in est déjà Mexico, where they are affectée par, producing dans leurs cars and investissements au other things Mexique où for ils the produisent des voitures American et d'autres market. choses So pour le if marché now, in américain. addition, tariffs Et would be si implemented maintenant, en plus de ça, in des respect to the EU, impôts, it des could taxes be supplémentaires devastating seraient, for Europe. créées pour l'Union And européenne, it alors ce serait may encore plus lead to a dévastateur short-term pour l'Europe et cela benefit pourrait for the amener United States, à but un it would bénéfice for à court sure terme pour les worsen the États-Unis, mais condition in the cela international aggraverait scene clairement because la situation tariffs sur la are scène internationale, valuable car if they les protect droits de a douane sont nascent valables s'ils, country, but not protègent un as a pays, policy en means développement, major mais economies in the world. mais en fait, ce n'est pas, ce Now that que fait remains to be Donald seen Trump, when comme en l'utilisant requires comme une our politique intervention. de de Now, de the pour Secretary garder of la State Rubio proéminence has announced mondiale. that his first Le trip will go to Rubio Panama, a annoncé que son obviously premier voyage discussing the serait pour Panama le Canal Panama, and the où il role of the parlerait de la Chinese question there, du not canal only in du Panama, Panama et du but in rôle all of des Latin Chinois là-bas, America. mais pas juste au Now, we Panama, mais have dans been toute saying the l'Amérique whole latine. time that Et nous the avons dit problems of depuis Latin toujours America que le could problème be de best l'Amérique addressed latine if the pourrait United States and être, China mieux work résolu together, si for les États-Unis example, et la Chine in such travaillaient projects ensemble. as the Par exemple, Bioceanic comme Railway dans le genre de projet comme and le not projet, by a continuation of a transocéanique, policy which ferroviaire, the Biden administration de had l'océan threatened Latin Atlantique à American l'océan countries Pacifique, to cut mais, relationship with China. l'administration, Now that will Biden elle-même avait that we déjà will see demandé de as couper les well. relations, Now avec la Chine um, et c'est, le problème similaire avec l'administration, the heu Trump. situation with the Et la EU situation otherwise, avec, l'Union the européenne, EU is sinon clearly now, l'Union I mean, they are européenne completely freaked out. All the et sont pro-Atlanticists en panique are, complète. in a state of disarray, Les but atlantistes the sont centrifugal en tendencies in the en grande EU are inquiétude, there. mais ici The dans l'Union pro-Atlanticist européenne, faction is la now faction calling all the more for pro-atlantiste militarization to appelle à la compensate militarisation whatever pour is compenser, not being ce invested qui in ce weapons qui n and troops tout and ce so qui n'est forth pas by the investi United dans States. les This is armes, very bad par for les Germany. We États-Unis, have a en Ukraine, chancellor que candidate l'Europe from compense the cela. CDU, which is Nous leading avons in the un polls, chancelier à la Friedrich candidature qui est Merz, premier dans les sondages dans who les is, élections en Allemagne, qui est in Merz. his speech in Et dans Davos, son discours à said, "Oh, it's Davos, no problem il avait if dit, Trump wants «Non, us ce to n'est pas un invest more in problème the si United Trump veut States que nous or buy investissions more plus aux products États-Unis from the ou que nous United States. We achetions can plus buy more de weapons. produits, We can buy aux more États-Unis. Nous LNG pouvons gas. I mean, acheter that gas plus is d'armes, nous 5 pouvons times the acheter price plus de gaz, LNG». than Mais, in the ce United gaz est States. pourtant 5 fois In plus other words, cher, it's it will le ruin le Europe. gaz, It will ruin américain. Germany. Cela So, va and ruiner l'Europe, cela naturally, he va was ruiner the head l'Allemagne. of the Et naturellement, et oui, board of BlackRock before il était he le chef du bureau he started his career de BlackRock. in Il the était à CDU. BlackRock Now avant there is qu'il, a commence sa video carrière by à la CDU. Kennedy Jr. Et il y a une on vidéo de Kennedy BlackRock, and I can Jr. à only propos de BlackRock. advise all of Et je you peux not only juste, watch this video but tous give parmi it vous, the vous conseiller widest possible de la distribution. It's regarder, mais aussi excellent de la faire because connaître, what le plus Kennedy possible, does in that car c'est video, he shows excellent. Ce que exactly Kennedy fait dans cette how the vidéo, il BlackRock montre structure is, exactement what is comment la behind the structure de wars, BlackRock, how they c'est ce own qui est all the derrière les military guerres, industrial comment il firms, possède weapon toutes les producers, firmes, how they are really heu, behind, the Wall industrielles, Street comment system as est-ce qu'ils such, sont and derrière le how they système also de are Wall already Street set et to comment jump into ils, the sont reconstruction déjà of prêts Ukraine. à se lancer If dans la this reconstruction Merz would become de German chancellor, l'Ukraine. I think this Et would si be the Merz worst de outcome because venait he le wants premier to send the chancelier Taurus, even allemand, if ce serait the terrible. Il United veut States envoyer les is now missiles, governed by a Taurus, different même president. si So the best thing les that États-Unis could sont maintenant happen dirigés is par if un Trump autre would président. change La the meilleure chose dynamic serait in que the Trump change 4 weeks la before we dynamique dans have the les German 4 election on the semaines 23rd, avant, les because it's élections not written in stone allemandes le 23, that parce qu'il n'est Friedrich pas écrit Merz dans must la become the pierre que new Friedrich chancellor, Merz which I think doivent would be devenir le very nouveau bad. Now, the chancelier. Je EU pense que is ça in a serait state très of mauvais. total disarray. L'Union européenne est It's vraiment not dans un état undangerous because in terrible, Slovakia, c'est the dangereux. prime En minister Fico, Slovaquie, who, as le you premier remember, ministre, had been Fico, there had been an comme vous vous assassination souvenez, attempt
Il y a eu une tentative d'assassinat contre lui et il a accusé des forces étrangères d'être derrière. Et il y a 2 jours, il a appelé à une session d'urgence du Conseil de sécurité slovaque. Il a dit il y a une menace immédiate de renversement du gouvernement slovaque et des agents étrangers, des experts étrangers sont déjà dans le pays. Cela doit être étudié de près et le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas d'Estonie, elle est la pire qu'on ait jamais vue. Elle est pire que von der Leyen, elle est pire que tous les autres euh, euh, dans l'Union européenne. Elle n'arrête pas de dire que la Russie est une menace existentielle et cela a poussé le chef du Parti des Patriotes en France à dire que c'est une folle. Je ne peux pas contredire cela. Et Trump va aller à Los Angeles. Quand on voit, on va voir là-bas, elle dit quelque chose sur ce que Trump a noté, que le fonctionnement de l'eau a été bloqué, oui, par rapport aux incendies qui ont eu lieu là-bas et donc qui n'ont pas pu bien fonctionner pour, arrêter ces incendies. Mais après, il y a la question du NAWAPA. Il a parlé du projet NAWAPA, le projet nord-américain de système aquatique qui aurait permis d'amener de l'eau depuis le nord-ouest du continent, depuis le Mackenzie, depuis les rivières, le bassin des rivières de l'Alaska, et cela aurait ça aurait pu amener un développement de la végétation, développement des systèmes des rivières et une augmentation de la pluviométrie, un climat plus propice, et il n'aurait pas vu arriver cette augmentation de la désertification et l'augmentation donc des sécheresses. Et le président Kennedy et son frère étaient en faveur de construire ce projet NAWAPA. Et le fait qu'ils ont été assassinés, il est sûr que cela a contribué à amener le résultat que nous voyons, que nous avons vu avec ces incendies en Californie. Et donc, il y a quelque chose que l'on appelle la loi naturelle. Et si l'on a si l'on n'agit pas dans le sens dans le bon sens, eh bien, nous avons des conséquences. Et ça, ces incendies en sont une conséquence. Et je veux dire que le monde est dans une situation complètement différente d'il y a une semaine et il y a des choses très prometteuses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent aller très mal dans une mauvaise direction également. Et notre concentration doit être ce plan Oasis et que nous avons absolument besoin de sortir de la géopolitique et aller vers un nouveau paradigme de coopération entre les nations de l'Occident et avec les nations du Sud global pour développer une nouvelle architecture de sécurité et de développement dans le monde qui prenne en compte l'intérêt de chaque nation de la planète. La paix dans le monde ne sera jamais accomplie sans ces conditions, je veux le rappeler. Merci. There we go. Thank you very much, Helga, for your Merci introductory beaucoup, overview of the global Elga, situation, this pour rapidly moving situation. cette vue Um, d'ensemble de la we situation also are internationale going qui to have évolue available in the très course of vite. the discussion Et coming nous ahead allons a avoir brief dans la clip from the discussion, nous Oasis allons Plan voir video, which we prepared. une vidéo And I think people une will find that brève very, vidéo very useful to et conceptualize exactly the kinds of solutions that we're les talking gens, about here. les vidéos du plan The Oasis. next Cela speaker permettra we d'avoir une have vision très is concrète de ce Colonel dont nous Richard parlons. Black, Le prochain also former state intervenant, senator Richard c'est Black from le Virginia. colonel He's the former Richard head of Black, the U.S. Army's Criminal Law ancien Division at the Pentagon, sénateur de and Virginie he et has ancien the floor chef de now. la Please go right division ahead. du droit pénal de l'armée américaine au Thank you very Pentagone. much, Dennis. C'est à lui la parole. This is Merci beaucoup, a very exciting Denis. time in many ways. Ce sont vraiment des périodes One of très, the one
très intéressantes de différentes façons. Une chose des plus importantes qui arrive, c'est que avec la nomination du président Trump, on a des nominations dans différents postes. Il y a un assaut majeur contre le deep state, contre l'État profond, et donc une tentative de s'attaquer aux agences de renseignement. Mercredi, le 29 janvier prochain, le comité, il y aura des auditions de Kash Patel, qui est le nominé de Trump pour la présidence, directeur du FBI, pour la direction du FBI. Cela aura lieu le même jour que, que quand le comité va voter pour le nominer pour ministre de la Justice. Et donc, il parle là maintenant des attaques du parti démocrate qui l'autre, il y a différentes personnes. Kash Patel, donc il sera dans les auditions pour le FBI. Kash Patel a écrit que le FBI est maintenant le plus grand problème de l'État profond. Les démocrates sont dans un état réel d'inquiétude et ils se battent contre lui, mais probablement pas juste des démocrates en fait, des néocons républicains également. Patel a écrit un livre sur les gangsters de l'État profond contre la démocratie. Le président Trump a l'a félicité sur cela. Ce livre parle de 60 membres de l'État profond, incluant Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, Bill Barr, Mueller, James Comey et beaucoup d'autres. Ce sont des gens que Kash Patel a identifiés comme étant associés avec l'État profond. Et en nommant Kash Patel pour le FBI, le président Trump a mentionné son rôle dans la couverture du, du, du- sur le du mensonge du Russia Gate. Ça a été une situation où le FBI, un juriste, Kevin Klein-Smith, le juriste du FBI, a avoué qu'il avait truqué des documents sur, sur la, sur la campagne de Trump à l'époque, ce qui aurait soi-disant été en collusion avec la Russie. C'était basé, ce mensonge, sur des dossiers très suspects préparés par un individu du renseignement britannique qui a été préparé pour la campagne d'Hillary Clinton. Et ils font toutes sortes de prétentions ridicules à propos de Trump. Et en tout cas, Kevin Klein-Smith est un individu qui a littéralement délibérément falsifié des documents qui ont été plus tard utilisés par le FBI pour, euh, pour créer des attaques illégales, et des autorisations de l'FBI basées sur cela pour faire des écoutes sur la campagne de Donald Trump. Cela a été une conspiration du Bureau fédéral d'enquête pour déstabiliser, pour, selon eux, essayer de virer Trump de la présidence. Ça a été un sujet de, d'intérêt national, d'attaque de l'intérêt national.
et potentiellement la plus grande conspiration dans l'histoire américaine. Le FBI a une longue histoire de corruption et d'activités politiques très néfastes. Il y a eu un- un- une réponse un journaliste, Mattei, qui amène des nouvelles questions sur le rôle du FBI dans le Russiagate. Il y a une réponse rédigée presque entièrement par le FBI et une- le député directeur du FBI a ouvert une enquête sur Trump après que le président Trump ait pris son bureau en 2016 et pris ses fonctions. Et il est dit dans des documents qui avaient été rendus publics que ces enquêtes donc ont été ouvertes à l'époque pour des raisons qui indiquent clairement, raisonnablement que le président Trump pourrait ou aurait pu être volontairement ou involontairement impliqué dans des activités pour ou pas ou euh, euh, pour le gouvernement russe ou en faveur du gouvernement russe ou pour même qui aurait pu mettre en danger la sécurité nationale des États-Unis. Donc la prétention étant faite par le FBI, l'assertion, la prétention que ils ont essayé d'orchestrer ces choses, ça a vraiment été quelque chose qui est allé à l'encontre du système américain. C'est une tentative, je pense, de, de faire tomber le président des États-Unis à l'époque. C'est d'un intérêt spécial quand je vois le nom Andrew McCain, parce que sa femme a été candidate contre moi pour le Sénat de Virginie et je sais que il y avait des arrangements avec le gouverneur Terry, Ter- Terry McAuliffe, qui était gouverneur de Virginie à l'époque, et il y a eu des discussions sur qu'il était impliqué pour faire en sorte qu'elle soit en campagne contre moi, qu'elle a été massivement financée, et il y a eu des discussions sur comment Andrew McCain aurait aurait été mis à des fonctions plus hautes dans le FBI. Ensuite, il est plus tard devenu à une position où il aurait pu avoir un certain contrôle sur les enquêtes sur Hillary Clinton et sur la destruction d'un grand nombre d'emails, de nombre de preuves. Donc nous voyons qu'il y a des changements qui peuvent avoir lieu dans le FBI, où on a quelqu'un qui potentiellement qui pourrait devenir le dirigeant du FBI et prendrait des mesures contre potentiellement donc comme il l'a dit contre ce système corrompu. Nous sommes très nous avons les auditions de confirmation donc de Tulsi Gabbard. Elle a non, elle a été nominée donc comme la directrice du renseignement national américain, qui la mettrait en charge donc des 18 agences de renseignement américaines. Est-ce qu'on a besoin d'ailleurs d'autant d'agences de renseignement? Je ne sais pas, 18, mais ça fait partie donc de l'État profond. Il y a une entreprise, une vaste entreprise de sécurité secrète, et donc ces gens, est-ce qu'ils nous protègent vraiment de, de, de toutes les menaces vagues étrangères? Le fait est que pour la plupart, les agences de renseignement des États-Unis ont comme objectif principal de créer le discours ambiant, discours officiel qui
pour prendre le contrôle de l'opinion populaire. On entend toujours dire que ce pays ou ce pays est une menace imminente contre nous, et alors que nous nous inquiétons sur un ballon qui flottait au-dessus des États-Unis, par exemple, un ballon chinois, et, et les gens donc se concentrent sur ces choses-là et du coup leur attention est écartée d'autres choses. Et les auditions auront lieu jeudi prochain. Et donc, il, elle dit quelqu'un qui a accepté de, soutenir. Mais en fait, c'était en échange qu'elle a accepté elle-même de, de- de soutenir quelque chose sur la surveillance, en fait, et sur la surveillance des agences de renseignement américaines. Donc, c'est une acceptation c'est un compromis. Et ce sont des autorisations d'espionner sur des étrangers, mais qui de toute façon auront aussi des conséquences sur l'espionnage des Américains également. Et si elle est mise à ce poste, elle pourra, elle pourra ensuite dénoncer cela éventuellement, parce que cela va à l'encontre du quatrième amendement. Et comme Kash Patel, Tulsi Gabbard est très impopulaire parmi l'establishment, notamment du Parti démocrate. Elle sera attaquée pour, euh, pour sa compréhension de la vision russe des événements en Ukraine. Elle n'est pas très en- encline à continuer à soutenir la guerre en Ukraine. Elle pense qu'il faut résoudre cette guerre d'une façon respectueuse, et, il y a des gens qui l'appellent une agente de Poutine. Et c'est devenu une habitude dans le deep state de l'appeler comme ça, et d'appeler comme ça toute personne qui examine vraiment attentivement les faits sur la politique étrangère américaine est vue comme une agente, comme un agent de l'étranger. Si on n'accepte pas le discours ambiant américain, on est attaqué comme étant une agente de tel ou tel à l'étranger. Elle avait dénoncé, Tulsi Gabbard, les actions américaines contre la Syrie. Elle avait rencontré le président Assad en 2016. Elle l'a rencontré, non, en 2017. Et récemment, le gouvernement de la Syrie est tombé, et l'État profond immédiatement a dit: c'est un grand triomphe de la démocratie contre la tyrannie. Eh bien, tout le système de l'État profond ne va jamais parler d'un groupe que nous avons soutenu depuis que les États-Unis ont soutenu depuis qu'ils ont décidé de me renverser Bachar al-Assad. Un groupe donc qui a émergé, qui est victorieux maintenant, c'est Al-Qaïda en Syrie. Et il a maintenant un nom différent. Ils ont changé plusieurs fois de nom d'ailleurs, mais ce groupe qui a pris le pouvoir est Al-Qaïda en Syrie. Et récemment, le 19 janvier de cette année, NBC a rapporté que le nouveau ministre des Affaires étrangères de cette organisation merveilleusement démocratique, prétendument, c'est Shadi Al-Wassi, qui était, un juge de la charia, et qui a ordonné 2 fois l'exécution de femmes, filmé l'une des femmes
C'était une mère et ses derniers mots avec ses enfants étaient pour ses enfants avant qu'elle soit exécutée. Et ensuite, il a ordonné de la tuer, mis l'arme sur sa tête. Et son crime, apparemment, c'était la prostitution ou l'adultère. C'était selon la, les visions fondamentalistes de l'islam et dans lesquelles il y a un traitement terrible de toute personne. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est ce genre de pratiques sont maintenant soutenues par le nouveau régime démocratique euh, syrien. Il est important de comprendre que c'est Al-Qaïda en Syrie, ce nouveau régime, et, et le dirigeant Mohamed Al-Jolani, il est maintenant le chef du nouveau gouvernement de Syrie. Et jusqu'à il y a quelques jours avant qu'il prenne le pouvoir, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder, il y avait une demande, une rançon de 10 milliards de dollars par le FBI, par les États-Unis, à quiconque le réussirait à le capturer pour avoir été quelqu'un ayant des liens avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et quand il a pris le contrôle du pays avec l'aide de l'administration Biden, de la Turquie et d'Israël, il, il a changé son style vestimentaire, il a changé sa coiffure, il a enlevé ses uniformes militaires, il a mis un joli costume, il a fait un lifting, il a dit qu'il était maintenant un nouvel homme, qu'il était très bien, qu'il allait être très bien avec tout le monde. C'est important de comprendre qu'Al-Qaïda, c'est le même groupe qui ont lancé les avions dans les tours du 11 septembre, tuant 3000 innocents américains, la plus grande attaque sur le territoire américain depuis la Révolution. Et maintenant, on réalise que ce qui s'est passé, c'est que déjà en 2017, les États-Unis ont décidé de renverser le gouvernement légitime de Syrie et d'installer des terroristes donc affiliés avec Al-Qaïda. Et nous avons donné un soutien très important à Al-Qaïda pendant toutes ces années. Et nous avons fait cela avec une livraison par la CIA, le programme Tombow Sycamore, et nous avons fait cela. Et le groupe Al-Qaïda en Syrie, qui s'appelait à l'époque Al-Nusra, a conduit une campagne organisée ils ont fait il y a eu des viols en masse, il y a eu des assassinats de civils en masse, il y a eu des crucifixions, il y a eu ces personnes, ce sont des gens qui disent, et ces gens disent maintenant, qui ont soutenu ces personnes-là, ils disent pourquoi Tulsi Gabbard, est-ce que vous osez questionner ce qu'a fait le gouvernement américain en Syrie? Tulsi Gabbard, c'est donc elle a été sénatrice à Hawaï. En 2016, en tant que sénatrice d'Hawaï, elle a fait une proposition de loi pour arrêter, supprimer les soutiens financiers américains à Al-Qaïda, à l'État islamique ou à tout autre groupe terroriste. Ces groupes sont très au cœur de la politique étrangère américaine. Ces groupes sont utilisés pour déstabiliser différentes nations, en particulier au Moyen-Orient. Si nous pouvons voir Tulsi Gabbard comme une voix de raison et comme une
personne qui va scruter attentivement les activités de ces agences. Et ça serait potentiellement quelque chose de significatif contre l'État profond. Donc, ce sont des choses, voilà, il y a eu Cash Patel aussi, Bandy également, pour le ministère des Affaires, pour le ministère de la Justice, Tulsi Gabbard. Donc, ces personnes, si elles sont confirmées, nous allons voir quelque chose, une pression très grande sur l'État profond qui sera très bonne. Ce ne peut que être bénéfique pour le peuple américain. Thank you very much, Colonel Black, for that Merci beaucoup, in-depth discussion Colonel of Black, this. Let me pour just cette inform people, in case you discussion. don't know, that the Pour les LaRouche gens organization, qui ne savent pas, I can find this, I'm going to share this on my screen. l'organisation Larouche, je The vais essayer LaRouche de partager organization has quelque chose published sur mon a écran. L'organisation document, a Larouche 16-page a document called the publié un document Liars de Bureau, 16 pages which qui s'appelle le Bureau includes des menteurs. a fairly lengthy discussion of a Cela number of different inclut cases of this sort. des I'm going to try to discussions put up a d'un picture nombre here if I important can for you to de take a look at this. choses. The point that I wanted to make, here we Donc, go. il met le lien. Je vais All right. mettre également le lien en That français. is the document, the Liars Bureau. Voici le document. Je vais mettre le lien en There français was a significant dans le number of chat. organizers, well over a Il y dozen a organizers, différentes personnes, des militants in Washington, D.C., on Capitol qui Hill ont this été week, à Washington, in the D.C. Senate, in the House cette as well, semaine talking to aides, au congressmen, and Sénat, so on, and presenting this parlant information and getting aux this around congressistes widely. It's all on et the pour le question of distribuer exactly massivement the issues of Tulsi Gabbard and aux Cash Patel. congressistes, I'm aux hoping, sénateurs sur I'm confident Tulsi that in the Tulsi course Gabbard, of the Cash discussion Patel, period, et some of the people j'espère who were que involved in pendant that la mobilization discussion, will be les able to gens give us a qui ont report été back impliqués on dans how cette that went, mobilisation responses they pourront got, nous and plans donner for the future. Let me now des rapports sur turn the floor leur over to Graham Fuller, former U.S. diplomat, mobilisation. CIA official, C'est and maintenant Islamic Graham scholar, Fuller to qui get va his perspective on the prendre current situation. la parole. Go right ahead. You have to unmute, please. C'est à vous maintenant There we go. la parole. Okay. Perfect. Yeah, good. Two issues that I'd like to bring up today. I'll try to be The French interpreter, please go on to the French channel. You're on English. Do I need to do something? You don't. No, you're fine. Okay. I live in Canada, in fact, in Montreal, but I don't want to have to give the talk in French. Je voulais soulever deux Anyway, points I'm working on it. aujourd'hui. In any case, two major issues that I'd like to Deux bring up questions today. principales, donc. One, fairly familiar to us, D'abord, the other very unfamiliar un to us. qui But the nous first est one relativement is bien simply connu, l'autre examining, pas. the Il s'agit tout problem d'abord of, d'examiner le American problème approach to de the l'approche BRICS organization. I américaine think à almost all of your l'organisation listeners des are familiar BRICS. with the BRICS, Je crois que vous grouping, êtes tous à peu près, vous connaissez plus ou moins le groupe des BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, qui s'est élargi maintenant au niveau de 14 pays. C'est l'une des plus importantes forces géopolitiques et économiques au monde, qui comprend une grande partie de l'économie mondiale, qui le représente, et qui met en cause la domination depuis des siècles, la domination sur le monde d'un petit groupe de pays occidentaux. Alors, ce qui importe ici, c'est que si les États-Unis décident que l'organisation des BRICS, en raison même de son intention d'apporter plus d'attention et plus de force à la politique globale, à l'influence des pays du Sud, je pense que nous allons rapidement évoluer vers une nouvelle forme de polarisation différente de celle actuelle.
Et dans ce contexte, je crois qu'il faut regarder le potentiel d'un renouvellement de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. La JPCOA, c'est le traité signé avec l'Iran il y a quelque temps, en vertu duquel l'Iran acceptait de ne pas avancer son développement de l'arme nucléaire. Comme nous l'avons vu cette semaine, la Russie et l'Iran qui se sont combattus et qui ont eu des différences importantes pendant des siècles, se sont quand même mis d'accord pour coopérer sur des questions économiques, politiques, environnementales, ce qui fait que ces deux pays se rapprochent le plus depuis très longtemps. Alors, est-ce que les États-Unis le considéreront comme une menace ou bien comme une opportunité d'élargir ses propres sphères de coopération à la fois avec la Russie et l'Iran? Si les États-Unis acceptent de travailler avec la Russie pour renouveler cet accord conjoint, pour arrêter le développement de l'arme nucléaire, ce serait important pour l'ensemble de la région. Israël, bien sûr, est parfaitement inquiété par cette perspective. Les États-Unis le verraient éventuellement dans leur intérêt et la Russie aussi. Si donc il y a reconstitution ou rétablissement de cet accord, nous allons voir un nouvel esprit de coopération entre la Russie et les États-Unis qui permettent d'élargir la confiance peu à peu, parce que l'Iran est aussi impliqué dans la guerre en Ukraine par le biais de sa livraison de drones à la Russie. Donc, il y aurait la possibilité d'une très grande coopération inattendue entre la Russie et l'Iran et les États-Unis. Si l'Iran a peut-être des réserves sur le renouvellement de cet accord, je pense que tous les autres grandes puissances du monde y verraient un progrès énorme, notamment au niveau des États-Unis et de l'Iran. Il y aurait une minorité contre, mais vraiment une minorité. J'y vois donc de grandes opportunités de changer l'humeur de la situation globale d'un côté positif. Deuxième point, bien plus exotique, j'y suis arrivée en pensant que je n'avais pas de développement positif à soulever, mais en fait, c'est une question qui a été soulevée par Donald Trump, c'est-à-dire le Groenland et l'achat du Groenland par les États-Unis. Et si ce n'est pas à vendre, et je pense que c'est le Danemark qui contrôle le pays actuellement. Alors, le gouvernement a déclaré qu'il n'était pas à vendre. Trump a peut-être même pensé qu'il fallait le prendre par des moyens militaires, mais cela pose quand même des opportunités. C'est un peu farfelu peut-être en réfléchissant à cette question, mais le Canada a encore un plus grand intérêt dans le statut du Groenland que les États-Unis.
Le Canada est considéré par beaucoup de stratèges américains, y compris par Donald Trump, comme un élément essentiel de la sécurité des États-Unis même. Il est important de se rappeler qu'en regardant la carte, le Canada et le Groenland sont pratiquement à côté l'un de l'autre en termes géographiques. Et si le Groenland devait appartenir à qui que ce soit autre que le Danemark, ce serait le Canada. Plus intéressant encore, c'est que le Groenland est habité par un groupe ethnique qu'on appelle des Inuits. On disait dans le temps des Esquimaux, mais c'est un terme qui est plus ou moins, qui représente la même chose. Alors, entre le Canada et le Groenland, il y a un vaste nombre de populations induites. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une population petite, mais le territoire contrôlé par les Inuits va de l'Alaska à travers tout le nord du Canada jusqu'à la plus grande province du Canada et jusqu'au Québec. Plus encore, le peuple Inuit lui-même a, depuis un millier d'années, l'habitude de vivre dans ces conditions météo extrêmement difficiles. Ici est adapté et a un sens très avancé de la protection environnementale. Et cela est important, comme on le voit, par exemple, dans la fonte des glaces aux pôles nord et sud. Alors, je pense que c'est la population qui domine toute cette région polaire du nord. Et du point de vue ethnique, Inuit, Esquimaux, plus ou moins suivant les régions, mais si on soulève, si on veut défendre le contrôle de cette population sur le territoire qu'ils habitent et qu'ils contrôlent, on pourrait voir une situation dans laquelle le Canada pourrait soutenir une réunification intuite d'une manière ou d'une autre, ce qui aurait un impact direct sur la lutte géopolitique qui se pointe à l'horizon dans toute la région circumpolaire qui est traversée actuellement par des navires russes, européens et même actuellement chinois. En cas, s'il y a une importance géopolitique au Groenland, c'est à la population induite de dominer exclusivement toute cette région et cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités qui le sortent du domaine militaire parce que la population induite est très indépendante. Et le Canada, bien sûr, qui n'est pas parmi les plus militants des nations par rapport aux États-Unis, aurait aussi des opportunités. C'est un peu une région à laquelle pas beaucoup de monde a réfléchi récemment et on a réfléchi encore moins à la population induite qui soit la seule qui passe de l'Alaska au Groenland. Ce peuple occupe, ou plutôt représente le groupe le plus large, le groupe indigène natif le plus large qui contrôle un territoire plus grand que tout autre peuple du monde. On va parler pas seulement de la réunification du peuple Inuit, mais aussi en termes d'intérêts nationaux.
Et peut-être aussi en termes de la démilitarisation de cette région si stratégique, que ce soit dans les mains des États-Unis, de la Russie ou d'autres forces qui s'intéressent actuellement à cette région circumpolaire. On pourrait aussi la transformer plus en une zone environnementale de protection qui est protégée. Il y a beaucoup de minéraux rares qui sont très importants au monde. Donc, j'appelle un peu le monde à prendre conscience à nouveau de cette région du monde et des intérêts de cette population esquimau. Cela pourrait apporter des changements tout à fait intéressants pour le sortir de cette situation. Elle est plus ou moins une région de lutte, de contestation actuellement. Alors, un point que je voudrais soulever pour relier ces deux points, dit Dennis, je crois qu'il y a un thème essentiel qui, bon, si on considère cette mer, cette route de transport au nord, la question des BRICS pose la question de savoir si les États-Unis vont coopérer avec ce groupe au lieu d'y engager une lutte géopolitique contre eux. Alors, pour ce qui est de la géopolitique britannique, ça a toujours été important de contrôler les nœuds essentiels. Et cette route du Nord, cette route de transit est un de ces nœuds très importants. Le canal du Panama en est un autre. Et les États-Unis et la Chine et les BRICS pourraient aussi coopérer pour élargir le canal du Panama, par exemple. On pourrait aussi voir que la Chine, par exemple, vient de construire ce nouveau port sur les côtes du Pérou. Et au lieu d'y voir un sujet de conflit, les États-Unis pourraient choisir de coopérer avec la Chine pour faire fonctionner ce port et pour en profiter, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis. Et je reviens ici sur les commentaires de Helga au départ qui voulait qu'on fasse avancer la situation vers l'élimination de la géopolitique, vers le développement de régions entières. Et cela correspond aussi à ce que vous avez dit sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Il y aurait des bénéfices assez évidents pour tous les pays impliqués. Nous allons montrer aussi un clip de notre vidéo sur le plan Oasis, mais aussi on voulait entendre Larry Johnson aussi, qui voulait nous rejoindre, mais il a eu une autre interview d'urgence à faire qu'il a dû enfin, on espère qu'il viendra nous rejoindre vers 12h30, c'est-à-dire vers 18h30. Entre-temps, je vais vous montrer une vidéo d'un militant, Alan Green Lee. Okay, this is Gerald Belsky with the Schiller Institute, and I'm here. Moi, je m'appelle Joe Belsky de l'Institut Schiller. Et j'ai interviewé Alan Lee Green, qui appartient au groupe israélien, qui est sans doute le principal groupe de paix
en Israël pour la coopération avec la Palestine, qui milite pour faire d'Israël un État dans lequel les Palestiniens sont traités sur un pied d'égalité, et il lutte contre cette guerre et en faveur d'un cessez-le-feu. Alors, il demande à Alan Lee Green comment il voit le rôle de son organisation qui s'appelle Debout Ensemble, Standing Together, pour faire respecter ce cessez-le-feu et pour parvenir à une paix durable. Depuis plus de 16 mois, nous nous battons à tous les niveaux, sur le terrain, dans les médias, sur les réseaux sociaux, au Parlement, pour parvenir à la fin de cette guerre et pour un cessez-le-feu qui permet la libération des otages d'un côté et qui met fin à la tuerie à Gaza de l'autre. Donc maintenant, la première phase de ce cessez-le-feu, c'est bien, c'est très bien. Nous en sommes maintenant au 4e jour. Depuis 4 jours, Gaza n'a pas été bombardé. Les gens, il leur permet de se déplacer librement. Malheureusement, il y en a beaucoup trop d'entre eux qui n'ont pas de logement auquel retourner. Mais nous avons aussi vu quelques otages, donc c'est un beau moment. C'est un beau moment. Mais malheureusement, la première phase ne dure que 42 ans. Et qu'est-ce qui va se passer après? Et le rôle de Standing Together, son organisation, c'est de se battre pour que ce cessez-le-feu devienne permanent, pour que l'armée israélienne parte de Gaza et que tous les Gazaouis aient la possibilité de retourner chez eux. Ce n'est pas du tout évident que cela se passera. La droite en Israël ne cesse de dire que cet accord n'est que temporaire. Après, nous allons reprendre les combats. Et maintenant, les deux possibilités existent. On pourrait retourner à la case de départ ou alors on pourrait avancer. Notre rôle consiste à organiser la société de façon à faire en sorte qu'une majorité de citoyens exige la poursuite de cet accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Nous sommes dans les rues tous les jours. Nous militons, nous organisons de la pression populaire auprès du gouvernement pour arrêter la tuerie, les massacres à Gaza. Mais nous avons vu hier que le gouvernement israélien a transféré le front de guerre de Gaza jusqu'à la Cisjordanie. C'est un rappel du fait que la lutte, c'est pour la souveraineté palestinienne, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, parce qu'elle est occupée depuis des décennies où les gens sont privés de droits humains, de droits civiques, que ce ne sont pas des citoyens de l'État qui les contrôlent. Mais nous voulons les agents du changement pour que la paix et l'égalité règnent. Les gens ne le savent peut-être pas, mais 20% de la population israélienne est palestinienne. Elle est sous attaque depuis le 7 octobre parce que les gens en disent pour dire que ce sont des terroristes, ce sont des partisans du Hamas, qu'ils
ils essaient de les faire sortir des écoles où ils sont pour les enfants, pour dire qu'il y a des différences fondamentales. Non, nous on dit que nous sommes tous unis dans cette lutte, nous sommes tous unis, nous sommes tous solidaires. Nous voulons que les camions d'aide humanitaire passent, par exemple, provenance de Jordanie. Maintenant, les extrémistes en Cisjordanie essaient ou ils détruisent l'aide humanitaire qui arrive en Cisjordanie. Ils empêchent les convois d'aide de parvenir à la population qui en a besoin. Et nous sommes sur le terrain pour lutter contre cela. Nous avons aussi un grand effort de notre part parmi les Israéliens pour accumuler du soutien parce que nous voulons que les Israéliens contribuent aussi à qu'ils comprennent que les gens qui se font bombarder, qui se font tuer depuis des mois, partagent le même terrain que nous et que nous en sommes responsables du sort qui leur est infligé. Nous passons d'un côté, enfin, d'un endroit à l'autre tous les jours. Nous avons des sacs de riz, de lait, toutes sortes d'aides humanitaires, d'aides alimentaires que nous avons rassemblées et qui peuvent partir vers Gaza et vers la Cisjordanie. C'est un de nos grands efforts depuis 15 mois. Pas seulement mettre fin à la guerre, pas seulement exiger la protection de la vie humaine, mais aussi contribuer sur le terrain pour combattre ceux dans notre gouvernement et en notre sein qui veulent nous faire perdre notre humanité. L'Institut Schiller promeut depuis longtemps une solution à deux États et la fin de ce conflit constant que nous voyons est manipulé depuis l'extérieur d'Israël par des forces britanniques et autres forces impériales aux États-Unis qui leur sont alliés. Et cette guerre est manipulée délibérément comme moyen de créer un foyer de conflit permanent. Aujourd'hui, il existe l'opportunité de créer une paix perpétuelle à travers un plan comme le plan Oasis, par la paix, par le développement. Oui, mais nous savons maintenant, oui, on voit que les États-Unis les États-Unis ont joué un rôle négatif, destructeur dans la région depuis très longtemps. Maintenant, on ne va pas s'attendre à ce qu'ils arrivent maintenant. Voilà, on va donner de l'argent, on va construire, on va vous aider. Ça n'arrivera pas. Nous devons assurer l'indépendance des deux peuples qui vivent sur ces terres. Maintenant, il n'y a qu'un peuple qui est souverain, le peuple israélien. Et ça, c'est le projet principal. Donc, on ne peut pas se battre pour un projet qui viendra peut-être d'ici quelques années et qui offrira une solution. Mais nous devons lutter maintenant, immédiatement. Et je pense que si nous nous battons pour un plan à long terme, la situation pourra s'aggraver.
Et ce monsieur dit que nous nous voulons faire du plan Oasis un modèle qui soit applicable partout dans les conflits, parce qu'il s'agit de connaître ou d'établir le principe de la paix par le développement. Nous pensons que la chose la plus importante, c'est que vu le soutien des États-Unis pour cette guerre, le peuple américain doit comprendre l'importance de participer avec la Chine et d'autres pays à reconstruire Gaza et cette région. Je ne dis pas que le développement économique à lui seul va résoudre le problème, mais sans cela, nous ne pourrons pas arriver au changement psychologique nécessaire pour surmonter aussi le ressentiment qui existe et qui s'est accumulé depuis des décennies. Il faut changer cette dynamique et nous voulons que des Palestiniens et aussi des Israéliens soutiennent notre perspective. Oui, je comprends et je pense que c'est une partie importante de la reconstruction suite à l'établissement de la paix. Mais on ne peut pas l'avoir avant la paix. On ne peut pas dire d'abord, nous allons faire ceci et après, peut-être qu'on aura la paix, la libération, etc. Parce que ce projet, sans la paix et sans la souveraineté, va nous ramener à la période que nous avions dans les années 90. Il faut regarder la cause fondamentale du conflit. Si on ne prend que ce projet divorcé, on va cribler de trous la possibilité d'établir la paix immédiate. Eh bien, j'ajouterai simplement, et après, nous devons terminer cette discussion. Dans les années 90, à l'époque des accords d'Oslo, je peux vous dire que ce qui manquait, c'était précisément la mise en œuvre d'un projet de développement comme le plan Oasis, des projets d'eau. Il n'y avait pas un seul projet d'eau qui ait été réalisé parce que la Banque mondiale a refusé de les financer. Et donc, nous avons vu que sans qu'on voit se matérialiser des projets concrets capables de changer la vie quotidienne des gens, ce sera plus facile de parvenir à la paix. Et nous voulons changer ou remédier aux erreurs du passé pour conjuguer le processus de délibération à des projets concrets. Je pense que ça doit aller main dans la main. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Alan Lee Green. Nous soutenons le travail que vous faites. Nous voulons continuer la discussion. Nous aurons d'autres événements avec des Israéliens et des Israéliens parce qu'il s'agit d'un projet global, d'un projet mondial. Nous voulons que le monde soutienne le processus de reconstruction qui réussisse cette fois-ci. Très intéressant, dit l'invité. Et merci à Alan Lee Green et merci à Jerry Lee Belsky qui a conduit cette discussion pour l'Institut Schiller. Il est vrai que le conflit se déplace un peu de Gaza vers la Cisjordanie, mais les problèmes fondamentaux restent les mêmes. Maintenant, je demanderai à tout le monde de regarder un petit clip de notre vidéo sur le plan Oasis pour vous donner une idée.
LaRouche et ses associés ont développé le plan Oasis qui comprenait des éléments des accords d'Oslo, de l'annexe sur la coopération économique et des projets économiques qui appelaient aussi à des projets d'eau et d'énergie. Ce plan Oasis s'est intéressé surtout au plus grand obstacle au développement, c'est une abondance d'eau fraîche, d'eau, pas d'eau salée, mais l'autre. Et on pourrait y arriver au niveau de 2 canaux, l'un allant de la mer Morte à la mer Rouge et de l'autre allant jusqu'à la mer Méditerranée. Ce ne serait pas une alternative au transport maritime, mais pour le transport de l'eau. À cause de l'élévation faible de la mer Morte, cela pourrait contribuer aussi à produire de l'électricité qui alimente des centrales énergétiques, mais le plan Oasis propose d'aller au-delà de l'énergie hydraulique pour bâtir aussi, pour construire des centrales nucléaires le long de ces canaux pour pour fournir de l'électricité et pour alimenter aussi des usines de dessalement qui permettent des sources d'eau abondantes pour toute la région, même au-delà de Gaza, au-delà d'Israël. Ces complexes à base d'énergie nucléaire pourraient utiliser des réacteurs à lit de boulet, comme les réacteurs récemment mis en œuvre en Chine. Cela permettrait aussi le développement agro-industriel pour verdir les déserts. LaRouche a expliqué la nécessité de cela dans un discours en 1994. Il a dit on ne peut pas subvenir aux besoins de la consommation d'une population moderne avec les conditions actuelles. Le problème aujourd'hui, c'est qu'Israël a pris de l'eau à tout le monde. C'est l'un des conflits avec la Syrie à propos des hauteurs de Golan. Donc, le développement de l'énergie et de l'eau doit être accompagné de tout un développement d'infrastructures. OK, voilà un avant-goût de cette vidéo et vous trouverez un link à cette vidéo dans le chat. Helga, maintenant, je vais vous demander tes réflexions sur ce que tu as entendu jusqu'à présent. In my view, will only work if the large strategic parameters change, and they are about to change, because as the British said, since Sykes-Picot, the whole region always has been the cockpit for geopolitical manipulation, the great game Brzezinski was talking about, and so therefore, since all the decisions made on the ground always have that strategic background, décisions qui ont été prises, c'est que aujourd'hui, pour réaliser le plan Oasis, c'est seulement possible si toutes les grandes puissances occidentales se mettent d'accord. Quand le président Trump a appelé le président Xi Jinping, ils ont discuté et Trump a dit « Si les États-Unis et la Chine travaillent ensemble, nous pouvons résoudre tous les problèmes sur la planète. »
Et je suis absolument certaine que c'est vrai, que cela peut être fait et que s'il y a une tentative il y a une volonté de mettre cela en place au Moyen-Orient, s'il y a une possibilité, c'est maintenant. Et le potentiel pour la Chine de travailler avec les États-Unis pour amener un soutien, eh bien, c'est une très bonne chose. Et cela a été discuté dans notre dernière conférence de l'Institut Schiller, conférence internationale du décembre. Professeur Shang Wei de l'université Fudan en Chine avait dit sur cette conférence de l'Institut Schiller, la Chine a les moyens de mettre en place ce plan Oasis. Il y a d'autres comme Ding Fan, qui a écrit tout un livre, lui, sur le développement chinois, sur les plans de développement chinois, incluant sur les transformations des grands déserts dans le nord-est de la Chine, où il n'y avait rien auparavant, c'est le désert, la pauvreté, et ensuite par des méthodes modernes d'eau, eh bien, la Chine a pu irriguer un territoire de la taille de l'Allemagne. Là où il y avait le désert auparavant, il y a maintenant la forêt, l'agriculture, le tourisme. Les paysans qui étaient pauvres sont maintenant des agriculteurs riches. La prospérité est maintenant là. La Chine a donc offert d'aider dans d'autres régions désertiques qui vont de la côte africaine sur l'Atlantique jusqu'à il y a le Sahara, la péninsule arabique, ensuite l'Iran, et cela va jusqu'en Chine. Il y a toute une bande de désert en fait qui grandit actuellement, et cela peut être cela peut être la direction de cela peut être changée. Au contraire, on peut faire en sorte qu'il réduise. Il y a une chance incroyable. Ce serait une chance incroyable s'il y avait un accord entre les États-Unis et la Chine, alors d'autres pays pourraient venir sur la scène. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt d'Israël de continuer à faire des ennemis, créer des ennemis génération après génération? Il y a beaucoup d'experts qui ont exprimé l'inquiétude que cela pourrait être la fin d'Israël, le début de la fin d'Israël, parce que si vous vous créez tant d'ennemis autour de votre territoire qui commencent à vous détester, eh bien, ça doit être vu comme une menace massive pour Israël de se créer tant d'ennemis. Et si tous les États environnants, au contraire, les États du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, certains des États plus petits, ils ont tous un intérêt à ce que cette région devienne riche et prospère. Et si vous commencez à irriguer la région et à commencer à la transformer en des terres vertes, et euh, comme une terre verte, le Groenland, ça s'appelait Groenland parce qu'il y avait une époque où c'était vert, une époque où le climat était différent, mais dans ce cas-là, c'est autre chose. Cette terre peut devenir verte, ces déserts peuvent devenir verts avec l'intervention humaine. Et donc, il y a en Syrie, au Yémen, en Irak, en Afghanistan, des gens qui sont en grande difficulté, bien des grandes puissances comme l'Iran, l'Inde, la Russie, la Chine, ils ont tous un intérêt à ce que cette région devienne pacifique. Personne n'a un intérêt à ce que reste une source de terrorisme et d'instabilité, autre que les forces dans le monde qui pensent que l'on peut manipuler ces pays par des jeux géopolitiques. Et cela depuis des décennies, depuis des siècles. Il y a un potentiel énorme. C'est pour cela que nous avons appelé à une mobilisation générale. Nous voulons nous voulons faire en sorte que les hommes d'État le discutent. Nous voulons qu'ils disent, voilà, c'est la solution, nous allons la, la soutenir. Et donc, nous pouvons, je pense, actuellement influencer le débat pour faire en sorte que cela ait lieu. Merci, Elga. Graham, je vais vous demander des commentaires, mais tout d'abord, Larry Johnson vient de nous rejoindre, donc nous voulons lui demander de nous donner sa vision sur la situation actuelle.
Je vais parler très brièvement sur est-ce que Trump va pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous avons actuellement deux théâtres politiques que nous pouvons voir et derrière la scène, il y a des activités qui ne sont pas bien observées. Je pense que ce que nous avons, c'est que Trump a coupé l'aide à l'Ukraine pour 90 jours. L'ordre exécutif qu'il a donné pour son premier jour au bureau, il a suspendu toutes les aides à l'étranger. Cela s'applique donc également à l'Ukraine, selon ce que je comprends, également sur les gens qui travaillent sur la question ukrainienne au département de la Défense, les gens qui s'occupent de la logistique, les armes, tout. Eh bien, d'un seul coup, ils ont plus d'argent. Une des choses d'être très efficace pour couper ce genre d'activité, c'est ce genre, il faut suspendre donc cela. En effet, d'un autre côté, sur le côté public, Trump, nous avons maintenant des évidences claires que la CIA ment à Donald Trump et que Trump le pense cela. Comment nous savons que Trump ment? Et que c'est la CIA qui le fait. Il y a quelques jours, pendant il y a Bill Burns, il y a eu quelque chose sur Bill Burns, le chef de la CIA, dans une discussion dans laquelle Burns a dit que la CIA pense que 700 000 soldats russes ont été tués et que c'est 4 fois plus élevé que les pertes ukrainiennes. Et c'est ce que dit Trump, en fait. Trump n'est pas sorti ce chiffre par lui-même, c'est la CIA qui a sorti cela, mais il continue à mentir en permanence sur les mentirs, sur les pertes russes, sur l'économie russe. Et le New York Times, je crois, ce matin, a dit que la communauté du renseignement a couvert aussi le nombre réel de morts ukrainiens. Et donc, Trump, par rapport à son comportement, il fait toutes les mauvaises choses. Il envoie les mauvais signaux à la Russie. Il pense qu'il a un certain niveau, un certain levier, parce qu'il pense que la Russie fait face à des pertes énormes et à une économie en difficulté. Mais en fait, il faut qu'il découvre que ce n'est pas le cas et que en fait, Vladimir Poutine, ces termes sont très clairs pour Vladimir Poutine. La fin de l'Ukraine, il veut la fin de la menace ukrainienne contre la Russie, la fin de tout soutien de l'OTAN à l'Ukraine et l'élimination de toute possibilité que l'Ukraine soit à jamais un jour de l'OTAN. Et un changement complet du gouvernement ukrainien pour éliminer les nazis qui y sont. Quand Trump aura compris cela et quand il réalisera que Poutine n'est pas prêt à avoir un accord sans cela, et donc on ne peut pas éliminer la possibilité que Poutine voit qu'en voyant que les États-Unis ont coupé l'aide à l'Ukraine pour 90 jours, eh bien, ce qui fait que ces 90 jours, c'est important, c'est que pendant ce temps, Trump fait une audit de où va tout cet argent. Donc cela pourrait une façon intelligente de Trump d'éliminer le problème ukrainien sans avoir à le faire en public, sans avoir à éliminer cet conflit américain officiellement. Merci, nous allons prendre différentes choses de ces choses dans les questions, dans la période de discussion-réponse qui va bientôt commencer. Vous pourrez tous lever la main et poser vos questions en français si vous le souhaitez, 3 minutes chacun. Merci, Graham Fuller. J'avais oublié de mentionner
certaines choses sur les potentiels de négociation. Et oui, en effet, par rapport à l'Iran, c'est une partie intégrante, c'est c'est un pays qui a des déserts très importants. Et je pense que l'idée de gagnant-gagnant, qui sont les termes chinois, malheureusement, ce ne sont pas des termes français. L'élément gagnant-gagnant de gagner, de travailler pour un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, et en conjonction avec le plan Oasis, certainement c'est dans l'intérêt de la Russie. La Russie est très inquiète avec l'économie, avec tous les pays comme le Kazakhstan, et tous les pays, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, tous les pays de la région, et si les États-Unis et la Russie décidaient de mener ensemble cette politique et de travailler ensemble dans l'énergie nucléaire pour essayer d'arrêter les armes nucléaires, mais aussi essayer d'étendre l'utilisation de l'énergie nucléaire civile pour développer cette source d'énergie qui est vraiment nécessaire dans la région. Ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup, dit Denis Small. Nous allons maintenant passer dans la période de questions-réponses. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Vous pouvez lever la main. Le chat maintenant doit être ouvert. On va l'être bientôt. Et vous pouvez aussi lever la main dès maintenant. Vous avez une petite main en bas au milieu. Levez la main, ou alors ça peut être un rond et 3 petits points plus, et vous pourrez lever la main. Et vous pourrez lever la main. Vous pourrez parler 3 minutes si vous avez quelque chose à dire. Si vous êtes ici, c'est que vous parlerez en français. Et donc, je traduirai en direct. Nous traduirons en direct votre question. Donc, maximum 3 minutes parce que nous sommes nombreux. Ça peut être une question,